Bonsoir. Alors, qui dit aujourd'hui question territoriale, adhésion à l'OTAN, garantie de sécurité, gel de la ligne de front, etc., oublie de dire lever des sanctions, oublie de dire également le dégel des actifs russes. Il s'agit de plusieurs centaines de milliards d'euros. Est-ce que ça aussi, c'est important pour résoudre cette question ukrainienne? Est-ce que ça va faire partie aussi de tout un bloc lors de ces négociations, selon vous? Mais c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Alors j'ai bien écouté votre émission pour qualifier ce qui se passe du côté européen. Parce que pour faire une négociation, il faut être deux. Donc la Russie n'est pas partie, elle attend qu'on lui fasse des propositions, bien sûr. Mais j'hésitais sur un qualificatif. J'hésitais entre c'est du théâtre ou c'est une farce. Vous posez la bonne question concernant les sanctions, bien évidemment, et les actifs russes gelés. Qui sont gelés, il y avait des renouvellements tous les 6 mois par le Conseil des ministres européens. Qui devait prendre cette décision systématiquement. Cette décision doit être prise à l'unanimité. Et là, on nous annonce qu'on va violer le droit européen, qu'on va violer le droit constitutionnel européen, c'est l'article 122 du traité, pour disposer, voler, détourner, escroquer les fonds souverains qui appartiennent à la Banque de Russie. Comment voulez-vous qu'on parle sérieusement de négociations à partir du moment où on s'apprête à commettre un acte de piraterie? C'est extraordinaire quand même. Je voulais aussi faire une observation sur les garanties de sécurité. Ça n'est pas sérieux, ça non plus. Le problème, ça n'est pas les garanties de sécurité à l'égard d'un article 5, par exemple, de l'OTAN. Le problème, l'opposition de la Russie à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, M. Zelensky dit « j'y ai renoncé ». Je rappelle que le président précédent, M. Biden, aux États-Unis, avait dit « pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ». Je me rappelle ça quand même. Et donc, l'adhésion à l'OTAN n'est pas pour avoir l'article 5 pour se protéger, c'est une organisation offensive, l'OTAN. C'est une organisation offensive, et on le voit bien, ce qui se passe en Suède et ce qui se passe en Finlande, c'est l'installation des bases, c'est la prise en charge de la dimension militaire, c'est le commandement intégré. C'est-à-dire que l'armée, s'il y avait une adhésion à l'Ukraine, à l'OTAN, ce serait les États-Unis qui commanderait l'armée ukrainienne. C'est probablement déjà un peu le cas, mais au moins discrètement. Mais donc, c'est pas ce problème des garanties qui est posé. Le problème, c'est... Oui. Mais dans ce contexte, quand plusieurs experts disent que la Russie n'est pas contre l'adhésion à l'Union européenne de Kiev, l'Union européenne, elle aussi, devient de plus en plus militarisée. Est-ce qu'un jour, l'UE pourrait devenir une organisation militaire avec tous ces préparatifs contre la guerre avec la Russie d'ici 2027, 2029, etc. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça pourrait être un contrepoids à l'OTAN un jour de la part de l'Europe, où certains pays veulent déjà en sortir ? Oui, non, je pense que c'est un leurre. C'est un leurre. La création, d'abord, il faudrait qu'on passe à une forme d'État fédéral, et on en est loin. Il y a énormément d'opposition, et je pense que l'UE se disloquerait si on décidait de passer dans cette voie. Ensuite, les perspectives militaires, pour l'instant, il y a un bellicisme de discours lié à la situation politique de M. Merz, M. Macron, M. Starmer, qui sont en difficulté dans leur propre pays. Et puis, il y a une question de moyens. Pour pouvoir se réarmer, pour pouvoir être une puissance militaire, il faut de l'argent, il faut une industrie de guerre. Je veux dire, aujourd'hui, l'Europe... votre journaliste disait tout à l'heure qu'il y avait moins d'argent venant de l'Europe qui arrivait en Ukraine. Ben, pardi, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent en Europe, l'Allemagne ne se porte pas si bien. L'organisation des patrons allemands est venue dire « nous sommes en train de nous effondrer au plan industriel ». Donc, je reviens sur ce que je disais au début. Voilà, j'espère que les choses avanceront, j'espère qu'on va arriver à une paix, mais je rappelle quand même
quels étaient les objectifs initiaux de la Russie, le discours de Vladimir Poutine du 14 mai 2024, et dans tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, aucun des impératifs incontournables posés par la Russie n'ont simplement été discutés. Je pense que on continue à faire de l'agitation et de la communication. Je ne sais pas s'il va se passer grand-chose cette semaine. Personnellement, je ne le pense pas. Alors, une fois de plus, Donald Trump est satisfait. Il était également satisfait après le passage de Steve Witkoff et Jared Kushner au Kremlin, il y a à peine quelques semaines. Est-ce que cette diplomatie va enfin porter ses fruits, selon vous ? Certainement. Il ne faut pas désespérer. Je pense que le président américain a de bonnes raisons d'être satisfait parce que c'est sa vision qui progresse. Et non pas celle des Européens, complètement englués avec les délires de Zelensky. Donc, pardonnez-moi. Il était question des garanties. Moi, je m'interroge de savoir de quelles garanties parlons-nous. Parce que si l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, ce qui est quand même quelque chose qui est essentiel, mais que les pays de l'OTAN et les États-Unis en premier continuent à fournir des armes en dehors de l'accord d'un accord de partenariat avec l'OTAN, quelles sont les garanties? Donc vous imaginez que d'une manière bilatérale, les États-Unis ou un autre pays de l'OTAN installent du matériel agressif aux frontières de la Russie. Je pense que là, la question des garanties se pose dans l'autre sens. Est-ce que l'OTAN donnera des garanties qu'il n'y aura pas de manœuvre de ce genre? Ensuite, sur la question territoriale, bon, il est avéré maintenant que l'armée russe a pratiquement libéré l'intégralité des 4 oblasts du Donbass. Donc, je crois qu'une fois que cette opération militaire spéciale sera terminée dans le Donbass, la frontière sera clairement définie et il n'y aura plus qu'à signer l'accord de cessez-le-feu pour un premier temps. Mais nous n'aurions pas été jusque-là si les gouvernements ukrainiens, et je ne pense pas qu'à Zelensky, mais à ses prédécesseurs aussi, depuis 2014, avaient mis en place et respecté les accords de Minsk. Les 4 oblasts du Donbass seraient restés territoire ukrainien, mais en gardant leur spécificité. C'était clairement établi. Donc la faute retombe exclusivement sur la partie ukrainienne et ses alliés. Et malheureusement, si on doit arriver à une conclusion qui peut être très négligeable pour la Russie, mais très défavorable à l'Ukraine, eh ben c'est de leur faute. Est-ce qu'on peut s'imaginer une zone tampon à côté de la ligne de démarcation actuelle pour au moins prendre une base, un cessez-le-feu immédiat? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé par les deux parties aujourd'hui, si les garanties de sécurité posées par les États-Unis seront donc respectées par l'Europe? Oui, c'est tout à fait possible. Ça existe dans plusieurs parties du monde. On pense bien entendu à la zone démilitarisée entre les deux Corées depuis les années 50, mais aussi de la zone démilitarisée aussi à Chypre, depuis 1974. Donc, ce sont des situations qui permettent que les armes se taisent, c'est déjà l'essentiel, mais qui, bon an, mal an, sont des compromis. Mais ça peut très bien être ça. À partir du moment où les populations du Donbass peuvent vivre selon leurs coutumes, selon leur mode de vie, en pratiquant leur langue, je ne vois pas où est le problème. Alors, c'est quoi? C'est un scénario comme deux Corées. Alors, est-ce que, parce que Moscou l'a dit clairement, elle ne tolérera aucune troupe étrangère sur le sol ukrainien. Dans ce cas-là, autour de quoi cela pourrait s'articuler? Autour d'une zone donc commerciale, offshore? Ça sera quoi exactement? Parce que Zelensky est contre. Oui, de toute façon, Zelensky, il est pour la guerre à tout prix parce qu'il en tire profit, ainsi que ses amis oligarques qui l'entourent. Donc, forcément, lui, il est capable de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, comme on dit. Bon, une zone offshore commerciale, c'est une option. Les exemples que nous avons, que je viens de citer, Chypre avec Chypre Nord
et la République de Chypre au sud, et puis la Corée du Nord et la Corée du Sud, sont des schémas d'autrefois. Alors, aux négociateurs, aux diplomates, de trouver une solution, tout en considérant que ceci peut être une base. Merci beaucoup Pascal Mas pour ce décryptage, pour votre analyse. Je rappelle Pascal Mas, géopolitologue, en direct avec nous ce soir depuis Paris. Merci à vous. Ces négociations continuent. Elles étaient dans un format plus restreint cet après-midi avec Friedrich Merz, le chancelier allemand, d'un côté de la table avec Volodymyr Zelensky, et en face les deux émissaires américains, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et son émissaire pour le Moyen-Orient, qui a plusieurs casquettes désormais, qui s'occupe également de l'Ukraine, en la personne de Steve Witkoff. Donc c'est 4 personnes avec leur délégation se sont fait face cet après-midi pendant un peu plus de 2 heures. Et ils ont discuté, d'après les premiers résultats dont on a pu prendre connaissance, notamment grâce à des déclarations d'un représentant officiel de la Maison-Blanche. Alors, c'est quelqu'un qui a été informé de ces pourparlers à Washington. Et donc, il a commenté aux agences américaines les résultats tels qu'il les a entendus. Et d'après ce responsable, Donald Trump pense qu'il pourra convaincre la Russie d'accepter des garanties similaires à l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire des garanties qui pourraient assurer une assistance militaire en cas d'agression. Et on le sait, c'est une garantie de sécurité que l'Ukraine demande à corps et à cri. Et d'après la partie américaine, à la fois européens et américains seraient prêts à accorder cette garantie de sécurité. Ce même responsable a également déclaré que des progrès avaient été réalisés sur ce point, mais il a averti que ces garanties étaient limitées dans le temps. Et je pense que c'est bien de s'arrêter là-dessus, parce que ça nous dit tout simplement que Donald Trump est prêt à faire des concessions, à faire en sorte que ça avance, seulement si les belligérants se décident rapidement. C'est une proposition limitée dans le temps, si vous voulez, donc pour mettre la pression sur Kiev et Moscou. Ce même représentant a déclaré que la Russie serait également ouverte à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Comme quoi Moscou ne serait pas contre que Kiev rejoigne l'Union européenne. Alors ça, c'est une demi-nouveauté, hein. On l'a déjà entendu. C'est vraiment l'OTAN, la ligne rouge, mais l'Union européenne, Moscou, intrinsèquement, n'est pas contre. Cette même source, toujours, a ajouté qu'il restait encore des points à discuter, mais que globalement, Donald Trump était satisfait des progrès réalisés. Il doit d'ailleurs s'entretenir par téléphone avec Volodymyr Zelensky, ainsi que les différents responsables européens dont on a vu la photo de famille tout à l'heure, donc dans la soirée. Donc on voit que c'est un processus, c'est toujours en cours, il se passe des choses aujourd'hui, il y a des déclarations fortes, donc c'est pour ça que c'est important de revenir dessus. D'ailleurs, un petit peu plus tôt dans la soirée, on a eu Friedrich Merz et Volodymyr Zelensky qui se sont exprimés face à la presse à tour de rôle, notamment sur la question de ces concessions territoriales. Je vous laisse écouter Volodymyr Zelensky. Bien sûr, notre position sur les territoires diffère de celle de la Russie. Il faut également le comprendre et en parler de manière absolument ouverte. Je suis content que nous nous soyons entendus, et je pense que la partie américaine, en tant que médiateur, proposera différentes mesures pour trouver un certain consensus. À cet égard, je voudrais que les États-Unis d'Amérique poursuivent leur format de médiation. Cela aurait des perspectives importantes pour nous. Donc là, on a entendu parler de la question des territoires, également la question des garanties de sécurité, dont Friedrich Merz a également évoqué l'avancement des pourparlers. Et d'après le dirigeant allemand, Europe et États-Unis seraient d'accord. Donc ça vient souligner ce qu'a dit la partie américaine. Donc on a vraiment le même son de cloche, sachant que au passage, le dirigeant allemand a fait savoir que l'Allemagne allait remettre sur la table une aide très importante de plus de 11 milliards à l'Ukraine en soutien militaire pour l'année 2026. Donc un effort conséquent. Et on a d'ailleurs vu un dirigeant allemand, ce chancelier allemand, Merz, très satisfait, voire même dithyrambique à l'issue de ces pourparlers. Je vous laisse écouter. Il s'agit effectivement d'un accord prometteur et substantiel que nous n'avons pas eu auparavant. Les Européens et les Américains s'engagent à fournir des garanties de sécurité similaires à l'Ukraine. Le président Zelensky a fait référence à l'article 5 de l'OTAN. Selon moi, il s'agit d'une grande avancée et comme je l'ai déjà déclaré, les Américains ont également pris des engagements politiques et à long terme juridiques. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui s'est exprimé un peu plus tôt dans la journée, en amont de ces négociations,
eh bien, a fait savoir que ces garanties de sécurité, notamment, étaient vraiment un des nœuds gordiens de ces négociations en cours en ce moment. Naturellement, cette question est l'une des pierres angulaires et bien sûr, parmi les autres questions, elle nécessite une discussion particulière. Mais c'est en cela que consistent les négociations. Je tiens à souligner une fois de plus que nous ne voulons pas mener une diplomatie du mégaphone. Les Russes préfèrent rester dans la discrétion, tout ce processus, ce cheminement diplomatique. C'est la vieille école, la Russie, on fait ça en coulisses et c'est uniquement au moment où on a des annonces à faire qu'on prend la parole en public. Alors que là, vous voyez, on est vraiment dans le commentaire de la petite phrase. Donc pour l'instant, la Russie n'a pas encore réagi, c'est clair, il est encore trop tôt. On aura sans doute des premières réactions demain, que ce soit de la part du Kremlin ou de Kirill Dmitriev, on le sait, très actif sur ce dossier. Mais en attendant, Dmitri Peskov n'a surtout pas voulu s'engager sur, par exemple, un quelconque calendrier concernant le règlement, la fin, l'issue de ces négociations. Je ne veux pas parler de délai. Je pense que ce serait la tâche la plus ingrate en ce moment. Je ne peux parler qu'au nom de la Russie, du président russe Vladimir Poutine. Il est ouvert à la paix, à une paix solide, à des décisions sérieuses. Il est absolument fermé à toute manipulation visant à gagner du temps et à instaurer des trêves artificielles. L'Union européenne a envoyé beaucoup d'argent, elle en envoie beaucoup moins ces derniers mois, parce qu'elle n'en a tout simplement plus les moyens, à part l'Allemagne, comme on vient d'entendre cette annonce. Encore une fois, il ne s'agit que d'une annonce, mais s'il y a un pays qui peut encore s'endetter et qui a encore une capacité industrielle, c'est bien l'Allemagne. Donc il faudra suivre cette déclaration. Cependant, on risque d'entendre parler encore cette semaine, c'est une semaine décisive, c'est Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, qui a dit que cette semaine, il allait se passer beaucoup de choses. En fin de semaine, chose très importante, les dirigeants de l'Union européenne, jeudi et vendredi à Bruxelles, vont se réunir pour décider du sort de ces avoirs européens. Vous savez, ça fait des mois qu'on en parle, ils ont été gelés, ils ont été verrouillés là ces derniers jours au niveau de l'Union européenne, à savoir maintenant qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de la démarche et voler, c'est du vol d'après les observateurs et d'après les Russes en premier lieu, ces avoirs russes pourraient, selon les Européens, servir à financer, alors selon les dirigeants que l'on interroge, c'est soit la reconstruction de l'Ukraine, soit le financement de davantage d'armes. Bref, on devrait en savoir très rapidement d'ici la fin de semaine, beaucoup plus.